Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un chef-d'œuvre qui a marqué beaucoup d'entre nous, Le Voyage de Chihiro. J'avais envie de parler de ce film parce que premièrement, je suis un kikujap, un équivalent français du terme weeb. Et deuxièmement, parce que c'est un peu un ovni, un objet volant non identifié. C'est un film profondément japonais et pourtant, il a eu beaucoup de succès en Occident et il a notamment gagné l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Si on lit rapidement le synopsis du film, le résumé donc, ça donne ça. Le voyage de Chihiro raconte l'histoire d'une petite fille qui, plongée dans un monde magique peuplé d'esprits, doit faire preuve de courage et de maturité pour sauver ses parents, transformés en cochons, et rentrer chez elle. Sur le papier, ça n'a pas l'air d'être le film idéal pour des enfants occidentaux. Idem, quand on regarde des images du film, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les décors, les bâtiments, les personnages, tout est très différent. En tant qu'enfants occidentaux, on est plus habitué à des histoires de chevaliers et de princesses. Et pourtant, ça a été un succès mondial. C'est aujourd'hui encore le plus gros box-office du studio Ghibli, avec 275 millions de dollars de recettes. Le nom Ghibli vient d'un avion italien qui se prononce Ghibli en italien. Marqué Ghibli. Mais au moment de l'écriture en caractère japonais, ils l'ont traduit en Ghibli. Donc grosso modo, vous le dites comme vous voulez. Mais du coup, comment un film qui a l'air quand même assez bizarre a eu autant de succès ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Pour répondre à cette question, j'ai regardé des vidéos sur ce sujet, et notamment celles des youtubeurs francophones Mademoiselle Soso et Matt. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens de leurs vidéos en description. Premièrement, on est très vite plongé dans l'univers de Chihiro. Le film commence avec Chihiro dans une voiture et son père qui se prend pour Sébastien Loeb. Et attention, droite 130 pour court, sur 20 pour 70 mètres, droite 90 millions. Et droite 120 plus fontaine, sur gauche 120 bon. Ils finissent par arriver devant un bâtiment et bizarrement, Chihiro n'a pas tellement envie de continuer la petite balade. Le film aurait pu se finir très rapidement. Mon chéri, si on faisait demi-tour? Oui, d'accord. Simple et efficace. Enfin bref, ils se promènent et ils arrivent dans une petite ville où les parents trouvent un buffet, ils s'assoient et mangent de bon cœur avec enthousiasme. Chihiro, toujours inquiète, va faire un tour et tombe sur un des personnages principaux, Aku, qui est un poil alarmiste. Chihiro revient chercher ses parents, et là, il y a un petit traumatisme. Même si le film a eu beaucoup de succès, cette scène a sûrement traumatisé beaucoup d'entre nous. Ça fait à peine 10 minutes que le film a commencé et on est déjà en pleine action. Mais c'est aussi une des thématiques principales du film, la consommation ou même la surconsommation. On est tous déjà allés à un buffet à volonté et le simple fait que ce soit à volonté, on mange plus que de raison. On a les yeux plus gros que le ventre, on prend 18 nems, 14 bouchées vapeur, un pot de glace vanille pour à la fin se sentir mal tellement on a mangé. On est des porcs. Et cette thématique, elle va aussi être développée plus tard avec le personnage du sans-visage. Non seulement il fait des bruits bizarres, mais il représente aussi la cupidité. C'est un personnage solitaire qui, pendant une bonne partie du film, pense pouvoir acheter l'amitié et la reconnaissance des autres grâce à différentes richesses. Et à l'inverse,
ça n'intéresse pas du tout Chihiro, et le sans-visage finira même par changer grâce à elle. Donc il y a une forme de rédemption. Grâce à la pureté de Chihiro, le personnage du sans-visage évolue au fil du film pour grosso modo devenir quelqu'un de meilleur. On a donc cette représentation de la consommation et de la cupidité tout au long du film. C'est une thématique qui évolue avec le personnage sans visage. Et cette question de la consommation, de la cupidité, c'est quelque chose d'universel. Même si les personnages et l'histoire sont très particuliers, très japonais, cette thématique qui est abordée est universelle. Donc même si on est français, européen, américain ou de n'importe quelle nationalité, ça nous parle. C'est pareil avec l'écologie. À un moment du film, un esprit vient pour prendre un bain et il pue la merde. Désolé. Mais lorsque l'esprit prend son bain et que Chihiro découvre un guidon de vélo et tire dessus, c'est plein de déchets qui sortent et Yubaba, la patronne des bains, la directrice, se rend compte que c'est un esprit de la rivière. Cette scène représente la pollution et notamment celle des rivières au Japon. En France, on n'est pas habitué à entendre des histoires sur des esprits. C'est très loin de nos références et pourtant cette thématique de l'écologie est universelle. Même si on ne comprend pas trop qui sont ces gens qui viennent au bain, quand on voit l'esprit de la rivière recracher tous les déchets et repartir le sourire aux lèvres, si je peux me permettre l'expression, on comprend plus ou moins de quoi il s'agit. Que ce soit pour la thématique de la consommation ou celle de l'écologie, la forme est très japonaise, mais le fond est universel. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les émotions des personnages. Tout au long du film, on voit Chihiro évoluer. Elle passe en quelque sorte d'une enfant à une adulte. Au début, elle a peur, elle est capricieuse, puis face aux épreuves, elle devient courageuse. Elle fait preuve d'empathie, puisqu'elle cherche à aider tout le monde, et elle ne renonce jamais, elle n'abandonne pas. À la fin, même si elle garde sa pureté, son cœur d'enfant, elle est beaucoup plus mature et plus forte qu'au début. Le déclic, c'est peut-être de voir ses parents se transformer en cochons. Et donc, quelle que soit notre culture, les émotions de Chihiro sont universelles. C'est une petite fille japonaise qui vit une aventure très japonaise, mais tout le monde comprend ce qu'elle ressent. Et idem pour tous les personnages. Par contre, Aku qui a volé un truc à la sœur de Yubaba, qui se transforme en dragon et qui se fait attaquer par des petits bouts de papier pour à la fin faire de la chute libre avec Chihiro et voler façon Superman, faut faire preuve d'un peu d'imagination. Mais du coup, que ce soit la consommation, l'écologie ou l'évolution de personnages Chihiro, ce sont des thématiques qui peuvent parler aux adultes et aux enfants de n'importe quel pays. Même s'il y a quand même des thématiques moins accessibles pour les enfants et heureusement. C'est un sujet dont parle Mademoiselle Soso dans sa vidéo, mais il y a dans le film des références à l'industrie du sexe au Japon. Pour faire simple, ce sont des bains avec en plus des services olé olé. Quand j'ai commencé à apprendre les alphabets japonais, je pensais que le nom de Yubaba était décomposé comme Yu plus Baba, c'est-à-dire eau chaude plus grand-mère. Ce qui me paraissait logique puisque c'est la grand-mère au bain. Si vous allez au Japon, vous trouvez souvent ce caractère sur les bâtiments des onsen ou des sento, les bains publics. Et à ce moment-là, j'avais demandé à une amie japonaise et elle m'avait juste répondu « Non, il s'agit d'autre chose. » Ok. Finalement, en regardant la vidéo de Mademoiselle Soso, j'ai eu la réponse. Des fois, ils utilisent le kanji « huile » à la place d'eau chaude. Mais je ne sais pas si ça change quelque chose. Parce qu'au final, le terme de Yubaba, malgré l'écriture,
était utilisé à l'époque pour désigner les patronnes, les directrices des bains olé olé. Donc Yubaba est une proxénète. Bref, tout ça pour dire que le film a différents niveaux de lecture. Et c'est pour ça qu'il parle aux enfants comme aux adultes. Si on prend par exemple La Reine des Neiges, je n'ai rien contre ce film en particulier, mais l'ensemble de l'histoire est quand même plus enfantin. Il y a certes des valeurs qui sont transmises, qui s'adaptent aussi aux adultes, mais ça ne va pas aussi loin que le personnage du sans-visage qui essaye d'acheter tout le monde avec de l'or pour les manger, ou même que la proxénète Yubaba, à moins que... Olaf ? Pour finir, je voulais parler d'une dernière thématique, qui est l'esthétique. C'est beau, c'est magnifique, c'est splendide, les dessins sont sublimes, la musique composée par Joe Hisaishi est incroyable. Et la particularité aussi, je pense, c'est la dimension nostalgique. Je pense qu'en Occident, on a tendance à associer la nostalgie à de la tristesse, alors qu'au Japon, c'est plus nuancé. Ils ont sûrement plus le goût du moment présent, de l'impermanence des choses, c'est-à-dire d'observer et de contempler ce qui est temporaire, ce qui rejoint cette dimension nostalgique. C'est pas pour rien que tous les ans, une activité très répandue, c'est d'aller voir les cerisiers en fleurs, de leur floraison jusqu'au moment où ils perdent leurs feuilles. Et je pense que cette dimension nostalgique, qui n'est pas vraiment présentée comme quelque chose de triste, démarque les films Ghibli de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Par exemple, dans les films Disney. N'importe qui réécoute la musique de Chihiro ressent tout de suite beaucoup de nostalgie. Mais ce n'est pas présenté comme quelque chose de forcément triste. Le plan de fin où elle regarde une dernière fois le tunnel représente bien cette émotion, je trouve. Quand elle quitte le monde des esprits à la fin, Chihiro laisse derrière elle tout ce qu'elle a vécu, notamment ses rencontres, mais aussi son enfance. Elle revient de son voyage en tant qu'adulte, et dans la scène où Aku lui dit de partir sans se retourner, je n'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment triste. Je pense qu'elle a du mal à réaliser tout ce qu'elle a vécu, elle y repense, mais elle n'est pas triste. Et on a tous des souvenirs comme ça auxquels on repense parfois. Ça nous paraît loin, mais on les a bien vécus, et ce sont des souvenirs agréables. C'est, je trouve, quelque chose d'assez spécial au Japon. Et les films Ghibli ont très souvent cette dimension nostalgique. Et ça démarque les films comme Le Voyage de Chihiro des autres histoires qu'on a l'habitude de voir. Même si c'est difficile de parler d'un film aussi riche, je pense que ces quelques thématiques que j'ai présentées expliquent pourquoi un film aussi particulier pour nous autres non-japonais a pu avoir un aussi grand succès. Mais aussi pourquoi l'ensemble des films du studio Ghibli sont si particuliers. Encore une fois, j'espère que ce format vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.